Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 jours en France. Le déplacement de Manuel Valls à Berlin était-il un déplacement professionnel? Le Premier ministre a bien rencontré le président de l'UEFA, mais il a aussi assisté à la finale de la Ligue des Champions avec 2 de ses fils. Problème, ce déplacement a été fait aux frais du gouvernement. Manuel Valls a décidé de rembourser le voyage de ses enfants. Des centaines de migrants déplacés dans Paris d'un campement à un autre. Déjà 2 évacuations en une semaine et une tension qui monte. Les associations dénoncent la force employée pour déloger les migrants de la halle Pajol. Enfin l'été, c'est la saison des expositions à Versailles. Le Palais accueille un nouvel artiste, le Britannique Anish Kapoor s'est installé dans ses jardins à la mesure de ses œuvres monumentales. C'est la polémique de la semaine en France. Le Premier ministre Manuel Valls était à Berlin pour assister à la finale de la Ligue des Champions et il a fait ce déplacement aux frais du gouvernement. Était-ce un voyage dans le cadre de ses fonctions? Le président de l'UEFA, Michel Platini, a bien confirmé qu'il s'était entretenu notamment de la préparation de l'Euro 2016. Oui, mais voilà, Manuel Valls a emmené 2 de ses fils avec lui. Il a finalement proposé de rembourser leur voyage. Une image d'homme infaillible, quelque peu écorné. Manuel Valls s'est absenté du congrès du PS samedi dernier et s'est rendu à Berlin pour s'entretenir officiellement avec le président de l'UEFA. Mais le Premier ministre assistera surtout à la finale de la Ligue des Champions avec ses 2 fils. Coût total du déplacement, 19 000 € aux frais des contribuables. La polémique enfle rapidement. Un sondage indique que 3 Français sur 4 se disent choqués. Après 5 jours de silence, Manuel Valls fait une mise au point. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et pour lever toute ambiguïté, tout doute, j'ai décidé d'assumer la prise en charge du voyage pour mes 2 enfants, c'est-à-dire 2 500 €. Il y a tout de suite. Seule erreur reconnue donc, avoir emmené ses enfants lors d'un déplacement officiel. Mais il confirme qu'il devait bien parler sur place de l'Euro 2016 avec Michel Platini, ce que le président de l'UEFA confirme. La semaine précédente la finale, le cabinet du Premier ministre a contacté mon bureau pour dire que M. Valls souhaitait me rencontrer en tête-à-tête avant le match. C'est ce qui s'est passé. Après ces clarifications, les proches de Manuel Valls estiment qu'il n'y a plus lieu de polémiquer. Il fait un geste symbolique fort pour clore totalement cette mauvaise polémique en remboursant le prix du billet de ses 2 enfants. Très bien. Passons à autre chose. Mais l'affaire fait quand même du tort à cette République que François Hollande voulait exemplaire. L'opposition ne perd pas de temps pour rebondir sur l'incident. Je ne pense pas que de rembourser partiellement ce déplacement efface ce qu'est réellement ce déplacement, une escapade d'un supporter du Barça aux frais de l'État. Utiliser les moyens de transport de la République à des fins personnelles, de nombreux hommes politiques s'y sont livrés dans le passé. Mais en temps de crise et de déficit budgétaire, le seuil de tolérance des Français est très limité. Le président Giscard, le président Mitterrand avaient des pratiques dans leurs déplacements et dans leurs voyages qui aujourd'hui nous laisseraient rêveurs. Le vrai problème de communication aujourd'hui de Manuel Valls, c'est parce que la gauche a attaqué le prédécesseur de François Hollande, Nicolas Sarkozy, sur des pratiques bling-bling et que finalement, eh bien, on se rend compte que ces pratiques perdurent. Mais elles perdurent parce que c'est la logique institutionnelle qui veut ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aussi d'épingler et de faire circuler rapidement les faux pas des politiques, contraints de devenir des professionnels de la communication. Il y a une dizaine de jours, la police a démantelé ici, sous le métro de Paris, un campement de fortune. Près de 400 migrants s'y étaient regroupés. Une partie d'entre eux s'est déplacée ailleurs dans Paris, à la halle Pajol. Lundi dernier, une nouvelle évacuation a été beaucoup plus musclée. Il y a eu des blessés et ces migrants se sont une nouvelle fois déplacés. Une errance dont il paraît bien difficile de sortir. Regardez. Depuis le début du mois de juin, les évacuations de campements de fortune se succèdent à Paris. Tout a commencé avec celui de la Porte de la Chapelle. Plus de 200 personnes, en majorité originaires d'Érythrée ou de Somalie, habitaient dans des tentes sous le métro aérien depuis près d'1 an.
Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, force reste à la loi, parce qu'il y a des riverains, parce que c'est sanitairement insupportable, parce que finalement, c'est humain de dire, vous êtes dans la rue, on vous propose quelque chose, et venez, on vous accueille. Ils disent non, on ne veut pas être accueillis, on veut juste être là. Bon, ben c'est non. Une opération qui s'est déroulée dans le calme. Mais une semaine plus tard, à la halle Pajol, ils sont des centaines à être évacués de force par les policiers. Pendant quelques jours, ils se réfugient dans ce jardin associatif. Fatih, un journaliste soudanais, a témoigné devant notre caméra. Il a fui la guerre dans son pays et plusieurs menaces de mort. Dans sa tente, quelques vêtements et couvertures donnés par des riverains. On pensait qu'en arrivant ici, les choses allaient changer. Mais la situation est très difficile. Heureusement, les habitants sont très gentils. Ils nous aident beaucoup. Des riverains qui les ont aussi défendus jeudi. Ils en sont venus aux mains avec les CRS chargés de déloger des migrants qui avaient trouvé refuge dans une caserne de pompiers désaffectés. Finalement, dans la soirée, une partie des migrants a accepté d'être évacués vers des centres d'hébergement, comme celui-ci à Nanterre, en banlieue parisienne. Mais auparavant, beaucoup avaient refusé. Il y a eu 45 places qui ont été réservées pour les migrants de la porte de la Chapelle. Et hier soir, en fait, ils n'étaient que 5 à être présents. Je pense qu'on est quand même dans un centre correct. Donc quand les gens refusent, j'ai du mal à comprendre. Selon leur soutien, les migrants préfèrent rester en groupe et près des gares. En allant dans des centres d'hébergement en dehors de la capitale, ils craignent de se retrouver isolés. Les gens, ils se retournent vers qui? Vers les associatifs qui les défendent et ils sont ensemble et ils restent ensemble parce qu'ils ont peur. Quand il y a eu l'évacuation qui s'est faite en accord avec tout le monde, avec les migrants à la Chapelle, tout le monde est monté dans les bus, il n'y a eu aucun souci, tout le monde était d'accord pour aller aux hébergements. À la situation de maintenant où il y a de la méfiance, oui, il y a de la méfiance, mais à qui la faute? Une majorité n'a pas demandé l'asile en France. Ils sont ici en transit vers d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Il y a des histoires d'immigration qui se terminent bien. C'est le cas de Moed Altrad, élu cette année meilleur entrepreneur du monde par le cabinet Ernst & Young. Son chemin vers les sommets a été long. Il commence dans le désert syrien. Son histoire. Il reçoit son prix drapeau français à la main. Moed Altrad, élu meilleur patron du monde parmi 64 autres entrepreneurs. Une consécration pour un homme d'affaires hors norme. À Montpellier, il a fait fortune dans le BTP et il l'affiche. Avion personnel, voiture de luxe et piscine au pluriel. La réussite d'un milliardaire né dans le désert syrien. Modeste bédouin, sans date de naissance, sans un sou, privé d'école jusqu'à 10 ans, mais porté par une soif de réussite qui lui permet de décrocher une bourse et d'arriver en France à l'âge de 17 ans. Il y a beaucoup de chemin, c'est sûr, ça ressemble pas à ce que je suis aujourd'hui, c'est sûr, mais ça se trouve, c'est quand même le départ, quoi. Sa carrière de patron commence dans les années 80. Il rachète une entreprise d'échafaudage et déjà celui qui est parti de rien en veut toujours plus. J'avais investi toutes mes économies dans cette entreprise pour la redresser. Elle a été vite redressée, elle a généré du profit. Les profits ont été utilisés pour acheter une autre entreprise, et puis une autre, et puis une autre. 30 ans plus tard, il contrôle une centaine de sociétés. Échafaudage, bétonnière, leader mondial, il règne sur 17 000 salariés. Son groupe, c'est sa deuxième famille, avec laquelle le patron se montre très généreux. Il reverse à ses salariés une partie des 200 millions d'euros de bénéfices annuels. Il faut nécessairement qu'une partie non négligeable de ça reparte aux salariés. Et c'est un signal fort que vous allez envoyer à vos salariés. C'est un signal énorme de dire « je vous donne 15%. » En retour, Moed Altrad est d'une exigence implacable et dans tous les domaines. Le bédouin venu du désert est propriétaire du club de rugby de Montpellier. Auteur d'un livre étudié au collège, persuadé enfin qu'être le meilleur patron du monde ne suffira pas à son bonheur.
Et on termine cette émission avec cette nouvelle invasion à Versailles. Depuis plusieurs années, le célèbre palais des derniers rois de France accueille des artistes contemporains en résidence. Et cet été, c'est Anish Kapoor qui a été invité à installer ses œuvres monumentales et audacieuses dans les jardins du château. Comment investir Versailles et ses jardins avec seulement quelques œuvres d'art contemporain? Tous les ans, des artistes s'essayent à cet exercice de style. Mais cette année, avec ses œuvres immenses, c'est l'Anglais Anish Kapoor qui va vous étonner. En collant à l'axe central de la perspective, j'essaye d'imposer l'idée que l'on peut entrer dans l'univers de le nôtre. Anish Kapoor est aujourd'hui l'un des artistes contemporains les plus célèbres au monde. Sa spécialité, c'est l'art monumental. En 2011, son Léviathan gonflable de 30 mètres de haut avait fasciné 300 000 visiteurs. Cette fois, à Versailles, il nous plonge à nouveau dans son univers surdimensionné et bizarre. Sa sculpture est d'abord extrêmement diverse. Elle utilise des matériaux très variés, elle peut prendre des configurations extrêmement différentes selon les œuvres. C'est toutes ces données, en quelque sorte, qui font une œuvre assez singulière, parce qu'elle est à la fois belle et aussi dérangeante. D'ailleurs, depuis quelques jours, voilà l'œuvre par qui le scandale arrive. Il n'y a pas de titre à cette sculpture, mais tout le monde dit qu'elle s'appelle le vagin de Marie-Antoinette. Alors, est-ce que c'est vrai? Ce qu'il appelle, lui, le vagin de la reine, c'est pas extraordinaire. Pour moi, ça représente une sorte de phonographe, en fait, un grand cornet. Devant le tollé provoqué par cette sortie de lèse-majesté, Anish Kapoor a même dû se justifier. Je n'ai jamais dit ça. D'autres personnes ont dit cette chose à ma place, mais moi, je ne l'ai jamais dit. Mais au-delà de la polémique du moment, l'exposition Anish Kapoor à Versailles reste surtout une expérience visuelle assez bluffante. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. L'information internationale reprend tout de suite sur France 24.